Dans la nuit du 4 au 5 août 1952, une famille anglaise, la famille Drummond, s'arrête sur le bord de la route 96 afin d'y passer la nuit. Malheureusement pour eux, la nuit, ils ne la passeront pas. Le lendemain matin, les propriétaires de la ferme située à quelques mètres de là retrouvent leurs 3 corps inanimés. Qui a bien pu assassiner cette famille anglaise à première vue sans histoire? Quelqu'un aurait-il vu ou entendu quelque chose? La réponse est oui, mais comme vous le verrez tout au long de cette vidéo, les versions ne vont pas arrêter de changer, les gens du voisinage ne vont pas arrêter de s'accuser les uns les autres, et surtout, la police ne va pas arrêter d'enchaîner les erreurs. J'espère que vous êtes bien accrochés, car aujourd'hui, on va découvrir ou redécouvrir ensemble une affaire criminelle française qui, à l'époque, a fait énormément de bruit, et il s'agit de l'affaire Dominici. Hey! Ça m'avait manqué ce petit hey! J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans notre nouveau décor, pas tout à fait terminé. Si j'avais de la chance et que je recevais mes commandes à temps, ça se saurait, mais quand même très heureuse de vous accueillir dans ce nouvel univers. J'espère que ça vous plaira. Si vous n'avez pas suivi, cette chaîne passe en full true crime. On va se retrouver tous les dimanches à 10 h pour une nouvelle vidéo d'horreur, sachant que maintenant on les appellera plus tellement des vidéos d'horreur, mais des horroria. Je trouve ça stylé, non? Donc si vous avez envie de réagir tous les dimanches ou plus tard sur la vidéo de la semaine que je vous propose, n'hésitez pas à utiliser ce hashtag. Je me ferai un plaisir d'aller lire tous vos retours. On va se poser tranquillement dans le noir ou pas, s'installer confortablement, prendre un petit snack et mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir, et profiter car c'est parti. Pour débuter cette histoire, on va se rendre dans la ferme isolée de la famille Dominici, la Grande-Terre, située dans la commune de Lurs dans les Basses-Alpes en France. Gaston Dominici, dit le patriarche, qui a 75 ans, son épouse Marie-Germain, 73 ans, leur fils de 32 ans, Gustave, sa femme Yvette de 20 ans et leur bébé y vivent. La famille Dominici, c'est une famille qui est nombreuse, il y a beaucoup de tantes, d'oncles, de cousins, de frères, de sœurs, ils sont vraiment énormément. C'est une famille qui est sans histoire, assez modeste et ils vivent en fait grâce à leur terre, à leur ferme. Vers 5 h du matin, le 5 août 1952, Gustave, le fils, quitte son lit afin de refermer une vanne d'irrigation que sa mère, Marie-Germain, avait déjà oublié de fermer. Cet oubli-là peut provoquer un éboulis sur la voie ferrée. Un éboulis, c'est quand il y a plein de cailloux et de roches qui tombent. Et avant que le premier train du matin passe, Gustave veut aller vérifier qu'il n'y a pas eu de problème. Parce que, comme je vous l'ai dit, la famille Dominici, elle est quand même assez modeste et ils peuvent pas se permettre des problèmes avec le groupe SNCF. Gustave va donc passer par la nationale 96 afin de rejoindre ses terres. Et là, le cauchemar débute. Il entrevoit, au loin, sur le sol, une jeune fille d'à peu près 10 ans, le crâne fracassé. Alors qu'un passant en moto arrive, Jean-Michel Olivier, Gustave va lui hurler de s'arrêter. Il demande évidemment de l'aide et le motard part immédiatement prévenir les gendarmes. En attendant les autorités, la famille Dominici, elle va se rendre compte qu'en fait, il y a 3 cadavres. Celui de la fillette à quelques mètres de la scène de crime, celui d'une femme derrière la voiture sous une couverture et celui d'un homme à côté de son lit de camp, probablement ses parents. Ils découvrent également une voiture, une Hillman verte amande, immatriculée NNK 686. Vers 7 h, 7 h 30, les gendarmes arrivent enfin sur les lieux. Ils n'étaient pas extrêmement pressés. Ils vont faire leur première constatation et ils vont remarquer que la fille, elle a été violemment frappée à la tête alors que ce qui semble être ses parents ont été tués par balle. Ils concluent également que la petite a tenté de s'enfuir au vu de l'emplacement plus éloigné de son corps et puis plus tard, ils découvriront des traces d'impact de balles sur le pont qui était devant elle. Donc on peut imaginer que le ou les tueurs ont d'abord essayé de lui tirer dessus, qu'elle a quand même réussi à éviter les balles, mais qu'elle a été rattrapée pour se faire frapper. Mais avant de parler du ou des tueurs, on va se pencher sur les victimes. Qui sont-elles? Comme je vous l'ai dit dans l'intro, il s'agit d'une famille anglaise composée de Sir Jack Drummond, 61 ans, biologiste et nutritionniste très important et réputé en Angleterre, notamment grâce à ses recherches pendant la guerre. Il y a aussi Anne, sa femme de 45 ans qui était secrétaire, et Elisabeth, leur petite fille née en 1942. On apprend tristement qu'ils étaient en vacances en France, ils revenaient de la fête de la lavande à Digne et ils rejoignaient des amis à Villefranche-sur-Mer, mais comme il leur restait plus de 200 km à parcourir,
ils ont décidé de s'arrêter pour se reposer. Après la découverte des cadavres, et étant donné qu'on est vraiment dans un petit coin où les nouvelles vont très vite, il faut très peu de temps pour que l'affaire s'ébruite et que les gens curieux commencent à arriver. Et malheureusement, la foule va commencer à piétiner les sols de la scène de crime, observer et s'approcher assez fortement des cadavres, et s'il y avait des indices sur la scène de crime, ils ont gravement tout altéré. Les gendarmes présents sur les lieux vont appeler la police judiciaire de Nice, mais elle répondra que tous les hommes sont en congé. Ça commence bien. Par conséquent, c'est la police judiciaire de Marseille, dont le commissaire Edmond Sebeil, qui va récupérer l'affaire. La fin de la matinée passe, le midi aussi, et en milieu d'après-midi, la police judiciaire de Marseille n'est toujours pas là. Les gendarmes du coin, eux, commencent à craindre pour les corps parce que je vous rappelle qu'on est au mois d'août dans le sud de la France et que la chaleur tape vraiment. Donc pour éviter de perdre du temps et peut-être de perdre des indices, ils vont commencer à fouiller les cadavres et à fouiller la voiture aussi. Jacques Drumont, lui, il a reçu 2 balles dans le corps, mais selon certaines versions, il en a reçu 3. Vraiment, il faut savoir qu'il y a énormément d'informations sur cette affaire et que j'ai adoré la travailler, mais qu'à la fin, je ne pouvais plus me voir personne dans cette histoire. Évidemment, c'est pas forcément toujours une référence et je n'écris pas mes vidéos grâce aux pages Wikipédia, mais juste pour le plaisir, je vous fais quand même défiler la page Wikipédia de l'affaire Dominici. Si vous voulez plus de détails, à savoir les heures à la minute près, etc., le nom de tous les voisins, je vous invite à aller la lire. Mon but dans mes vidéos, c'est vraiment de vous faire un condensé pour que vous ayez le plus de détails possible, mais pas les détails qui, des fois, ne font pas forcément avancer l'affaire. Tout ça pour dire qu'il y a énormément d'informations, énormément de livres, de films, de téléfilms, mais c'est vrai que du coup, d'un expert à un autre, la version n'est pas les mêmes. Moi, j'ai compris qu'il avait reçu 2 balles, Jacques Drumont, mais sachez que ça peut être 3. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jack avait ses lacets défaits. Sa femme, Anne, elle a reçu 3 balles dans le corps et elle est habillée en chemise de nuit. Au vu des éléments retrouvés, les gendarmes vont conclure que la famille n'était que de passage, qu'elle dormait sur les lieux, dans des lits de camp sur l'herbe. Ceci dit, on suppose que la petite fille, elle dormait dans la voiture parce que une couverture a été retrouvée sur la banquette arrière. Malheureusement, la chaleur commence vraiment à se faire ressentir et les gendarmes, ils décident, faute d'avoir un médecin légiste disponible, d'appeler le médecin généraliste du coin, le docteur Drago. Bon, à l'heure actuelle, je pense qu'on ne verrait plus ce genre de choses se faire, mais je vous rappelle qu'on est en 1952. Ce docteur constate que les corps des parents sont plus rigides que celui d'Elisabeth, et donc il conclut qu'ils sont peut-être morts avant Elisabeth. Ensuite, les dépouilles sont emmenées à l'Institut médico-légal, et comme par hasard, la police judiciaire de Marseille arrive à ce moment-là. Donc ils vont vraiment se croiser, et malheureusement, la police de Marseille n'aura pas l'occasion de voir la scène de crime avec les corps encore en place. Étant donné qu'ils peuvent plus tellement analyser la scène de crime telle qu'elle était de base, ils vont se rabattre sur la voiture, la fouiller, ils vont aussi regarder les alentours, les sols, et ils vont retrouver des douilles et des balles neuves de carabine. Le commissaire de police Edmond Sebeil, une fois qu'il est sur les lieux, il décide d'aller interroger la famille Dominici, puisque leur ferme est à 150 mètres seulement de la scène de crime, et qu'il se dit, ils ont forcément entendu quelque chose. Il interroge d'abord le père, Gaston Dominici, et celui-ci va lui dire oui, j'ai bien entendu des coups de feu vers 1h du matin. Et il va dire qu'il n'a pas été voir ce qui s'est passé parce que dans le coin, il y a beaucoup de braconniers, donc ça l'a pas forcément inquiété. Gaston explique ensuite au commissaire que tous les matins, vers 5h, 5h30, il promène son troupeau de chèvres sur le chemin où ont été retrouvés les cadavres, mais que ce matin-là, comme par hasard, il a pris le chemin inverse. Et pendant ce temps-là, le reste de l'équipe de police a retrouvé une arme dans le fond de la rivière parce que, elle faisait que quelques centimètres étant donné qu'il faisait chaud, etc. Et il restait plus beaucoup d'eau. Et l'arme à feu qui est retrouvée, c'est une carabine. C'est la même marque et le même modèle que les carabines fournies aux troupes américaines pendant la guerre. Étant donné que l'armée américaine est bel et bien passée par la ferme des Dominici, on peut se dire que l'arme leur appartient. Sans surprise, la crosse de la carabine est fissurée, on peut donc imaginer que c'est avec ça qu'Elisabeth a été frappée à la tête et que c'est bel et bien l'arme du crime. Le fils et l'épouse de Gaston, donc Gustave et Marie Germain, vont à leur tour être interrogés. Marie Germain aurait aperçu dans la nuit, à côté de leur ferme, une moto et un sidecar. Un homme serait descendu, aurait crié dans une langue étrangère, serait parti, puis
serait revenu. Le fils, Gustave, lui, il reste obnubilé par son histoire d'éboulis sur la voie ferrée, comme pour justifier que ce soit lui qui ait trouvé les cadavres. Seulement, le commissaire, il commence déjà à noter quelques incohérences, comme le fait que le motard du début de l'histoire, celui qui allait chercher les autorités, lui, il déclare avoir vu Gustave sortir de derrière la voiture. Or, le chemin qu'a soi-disant emprunté Gustave n'est pas censé le faire passer derrière la voiture, et surtout, il lui permet pas d'apercevoir le corps d'Elisabeth. Si Gustave a vraiment pris le chemin qu'il dit avoir emprunté, il ne peut pas avoir vu le cadavre d'Elisabeth. Les corps sont d'ailleurs par la suite enfin examinés par un médecin légiste. Le médecin conclut que la petite fille n'est pas morte après ses parents et qu'elle était moins rigide qu'eux simplement parce qu'elle était enfant et qu'un enfant se rigidifie moins vite qu'un adulte. Le 7 août, la famille Drummond est inhumée en France et pas en Angleterre. Parce qu'à l'époque, les corps ne pouvaient pas être rapatriés à cause de la peur des maladies. L'enquête se poursuit et malheureusement, la scène ayant été fortement abîmée, il n'y a pas énormément d'indices relevés, il n'y a pas non plus d'empreintes sur la carabine parce qu'elle a passé trop de temps dans l'eau et les policiers mènent un peu leur barque bizarrement je trouve parce que, à part quelques traces de pas sur le sol relevées, on prélève même pas de sang, il y a quand même de sacrées flaques de sang, on ne sait pas qui a perdu ce sang, comment. Donc bon, la famille Dominici, elle va être interrogée plusieurs fois, mais comme elle commence vraiment à se sentir soupçonnée, elle va pas trop y mettre du sien, ce qui peut se comprendre. Il y a quand même la présomption d'innocence, et si tu sais que t'as rien fait, mais que tu te sens quand même en permanence accusé, bon, je pense qu'au bout d'un moment, t'en as un peu marre de répondre toujours aux mêmes questions. La police interroge également les voisins, et il faut savoir que cette nuit-là, les voisins étaient avec la famille Dominici puisqu'ils fêtaient tous ensemble la fin des moissons. Les voisins, dont Paul Maillet, possèdent aussi pas mal d'armes, et lui, il va dire à la police que la famille Dominici a bel et bien menti, et que Gustave, le fils, a trouvé la petite fille parce qu'elle râlait, c'est-à-dire qu'elle émettait un peu des sons, elle était pas forcément bien quoi, et forcément ça voudrait dire que Gustave a trouvé Elisabeth encore en vie. Le commissaire retourne interroger Gustave, et lui, il va absolument pas nier les dires du voisin, il va dire oui, en fait elle était peut-être encore un petit peu vivante, et puisqu'Elisabeth était toujours vivante et que la police n'a pas assez de preuves, Gustave va quand même être arrêté, mais pour l'instant pour non-assistance à personne en danger. Il va être mis en prison pendant 2 mois. Le 24 janvier 1953, Paul Maillet, le voisin, fait une nouvelle déclaration. Gustave n'aurait pas entendu la petite fille râler, mais bel et bien crier, et il l'aurait vu aussi de ses propres yeux. En octobre 1953, Roger, 17 ans, le petit-fils de Gaston et le neveu de Gustave, déclare à la police que Gustave a déplacé le corps de la mère, a récupéré des douilles avant que les enquêteurs arrivent sur place. Gustave retourne donc en garde à vue juste après sa sortie de prison, et il va avouer qu'effectivement, il a déplacé le corps de Anne de quelques mètres et volé des douilles. Comment? Pourquoi? On sait pas. Pendant 4 jours, le commissaire, il ne va pas lâcher la famille car il se sent vraiment près du but. Et finalement, Gustave et Clovis a 47 ans et c'est un autre fils de Gaston. Il faut suivre parce qu'ils sont beaucoup. Les 2 fils de Gaston Dominici vont accuser leur père. Selon eux, Gaston leur a avoué avoir assassiné toute la famille Drummond. Après 1 mois d'interrogatoire et de travail acharné, la police obtient enfin les aveux de Gaston. Il serait sorti avec sa carabine pour chasser un peu, serait tombé sur la famille et surtout sous le charme de la femme qui était en tenue de nuit, et avec son consentement, il aurait fricoté avec elle. Puis le mari, Jack, serait arrivé et c'est là que les choses auraient mal tourné. Seulement, les horaires que donne Gaston ne correspondent pas avec les horaires des autres témoignages recueillis. À la fin de l'année 1953, le juge qui s'occupe de l'affaire ordonne une reconstitution. Et lors de cette reconstitution, Gaston, il va pas donner les bonnes informations. Il y a des erreurs sur le nombre de balles tirées, sur les tenues portées par la famille anglaise, il ne sait pas tellement se servir de la carabine qu'on va lui fournir, bref, c'est un petit peu bizarre. Du coup, pendant cette reconstitution, Gaston va décider d'essayer de s'échapper et de se jeter d'un pont, donc il va vraiment courir à toute vitesse vers un pont, et 2 policiers vont le rattraper juste à temps. Le juge va alors considérer ça comme une tentative de suicide et donc comme un aveu supplémentaire de sa culpabilité. Après avoir fait des aveux oraux, écrits et signés, 1 mois plus tard, Gaston revient sur sa version des faits. Quelqu'un lui aurait fait du chantage pour qu'il avoue le triple meurtre. Encore une fois, qui, comment, pourquoi, on sait pas non plus. Yvette, la femme de Gustave qui est le fils de Gaston, je fais des rappels parce que vraiment il faut suivre, est interrogée à nouveau. Et elle persiste et elle signe, son beau-père, Gaston, est bel et bien sorti dans la nuit, Gustave dit la même chose, puis les 2 se rétractent.
Et comme l'histoire n'est pas assez loufoque comme ça, c'est ensuite Gaston, le père, qui accuse désormais Gustave, son propre fils. En sachant que je vous ai quand même caché ce petit détail, mais les empreintes de Gustave et Clovis, les deux fils, seront retrouvées sur la voiture, mais jamais celles de Gaston. Mais Gaston, je vous le rappelle, a quand même avoué et signé des aveux. Il sera donc jugé et le procès débute le 17 novembre 1954 à Digne. 175 journalistes sont présents sur les lieux, étant donné que c'est une affaire internationale puisque ça concerne une famille française et une famille anglaise. Il y a tellement de gens qui veulent assister au procès que pour la première fois, des haut-parleurs seront installés dehors pour que tout le monde puisse tout entendre. Lors du procès, on va en apprendre un petit peu plus sur Gaston. On va découvrir qu'il a été décoré de la médaille de la reconnaissance et du dévouement pour avoir aidé à arrêter un bandit. Il a également été conseiller municipal et au moment du triple meurtre, son casier judiciaire était vierge. Pas tellement le profil d'un tueur. Il expliquera à nouveau qu'il a avoué les 3 meurtres à cause de son état de fatigue, puisque les interrogatoires ont duré des heures, qu'on lui donnait pas à manger ni à boire. Ensuite, c'est sa santé mentale qui est passée au crible et un médecin confirme qu'il est totalement sain d'esprit, qu'il n'est pas prédateur sexuel non plus. Pourtant, je vous rappelle que lors des premiers aveux, tout partait d'un soi-disant flirt entre Gaston et la femme Drummond. On apprendra pendant le procès que ce mobile sexuel a en fait été suggéré par le commissaire lui-même. Roger, celui qui a 17 ans, le petit-fils de Gaston qu'il avait déjà accusé, passe à la barre et lui va vraiment être décrit par les médias comme étant odieux. Yvette, sa belle-fille, témoigne elle aussi et elle dit que le matin des meurtres, elle a vu le pantalon de Gaston sécher dehors. À part elle, personne ne confirmera cette version de l'histoire. Clovis, le fils de Gaston, le frère de Gustave, lui, continue à accuser son père. Gaston crie au complot, vraiment, excusez-moi le terme, mais c'est un bordel dans le tribunal, ça hurle dans tous les sens. Et l'avocat général demandera la peine de mort. Le 28 novembre 1954, Gaston sera condamné à mort. Et là, vous allez me dire, non mais Auria, ça ne peut pas se finir comme ça. Je vous rappelle qu'à l'époque, la peine de mort existait toujours, donc pour Gaston, c'était direction la guillotine. Eh bien non, l'affaire Dominici ne se termine pas comme ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe après le procès? Les journalistes présents lors du procès écrivent ensuite des articles décrivant celui-ci de très bizarre. Selon eux, déjà, la police a mal mené l'enquête. Le ministre de l'Intérieur, qui à l'époque était François Mitterrand, va commencer à s'intéresser à l'affaire. Il va donc décider d'envoyer 2 commissaires rencontrer Gaston à la prison pour contre-enquêter. Gaston, il va avouer que la nuit du meurtre, il a entendu son fils Gustave et sa belle-fille Yvette discuter à travers la porte de leur chambre. Ils parlaient de bijoux, puis Gustave aurait demandé « Et la petite ?» Et Yvette aurait répondu « Elle était évanouie. » Ils auraient ensuite discuté de Roger, celui qui a 17 ans, qui portait la petite fille. Après ça, les 2 commissaires rendent leur rapport. Selon eux, Gaston n'a sans doute pas commis les meurtres seul, et le mobile serait le vol de bijoux et d'argent. L'affaire prend tellement d'ampleur, le doute est tellement présent, que le général Charles de Gaulle finit par accorder la grâce présidentielle à Gaston. Il ne sera donc pas exécuté, mais juste emprisonné à perpétuité. Finalement, au vu de son âge avancé, en 1960, Gaston est libéré de prison. Et à 88 ans, le 4 avril 1965, Gaston meurt sans qu'on sache réellement le fin mot de l'histoire. Ça les amis, c'est l'affaire Dominici, un petit peu en condensé, mais avec le plus de détails possible quand même. Il reste quand même quelques petits détails à aborder et je les ai gardés pour une catégorie, les questions sans réponse. Déjà, quand la petite Elisabeth a été retrouvée loin de la voiture, elle était pieds nus. Seulement, ses pieds étaient propres. Il n'y avait pas de terre, pas de traces, pas de griffes. Est-ce que quelqu'un l'a tuée ailleurs puis l'a déplacée? Si elle s'est échappée, pourquoi elle a les pieds propres et surtout pourquoi elle ne s'est pas dirigée vers la maison si elle sentait qu'il y avait danger? Si elle était en train de s'enfuir, elle cherchait forcément de l'aide, donc pourquoi elle n'est pas partie vers la ferme des Dominici et plutôt à l'opposé? Le corps de la mère lui aussi a été déplacé. Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on est censé croire Gustave qui dit qu'il a déplacé mais qui n'explique pas tellement pourquoi? Il
faut aussi ne pas oublier que Gaston, au moment des faits, il a 75 ans. Est-ce que vraiment il était en capacité de courir après la petite fille à travers la forêt? En plus de ça, tout le monde était d'accord pour dire que Gaston, ça faisait des années, encore une fois, au vu de son âge, qu'il avait arrêté de chasser. Est-ce que vraiment c'est lui qui aurait pu tirer toutes ces balles? Enfin, à force de documentaires et de témoignages dans tous les sens, j'ai trouvé une information qu'on ne voit pas partout, donc je trouvais ça intéressant de la partager avec vous, mais il y avait un conflit dès le départ entre le commissaire Sebeil et les Dominici. En effet, il se dit que le commissaire, lui, il était anticommuniste. Et en arrivant sur les lieux du triple meurtre, il aurait dit aux gendarmes: ce sont de braves gens, mais attention, ils sont communistes. Donc je pense qu'il y a quand même tout un contexte historique et politique à prendre en compte sur la manière dont a été menée cette enquête par la police et par les gendarmes. Quelles sont les théories sur l'affaire Dominici? Mais avant ça, et comme d'habitude je vous le précise, j'ai hâte de lire toutes vos théories, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette affaire et pour partager avec moi vos théories. Elles sont toujours plus folles les unes que les autres et j'adore vous lire. Alors, la première théorie, on va passer la plus loufoque, moi j'y crois, ça serait possible, d'ailleurs on fera peut-être des vidéos sur ce sujet, mais là concernant cette affaire, ça m'étonnerait, il s'agit de sorcières présentes dans la forêt. À mon avis, on est plutôt dans le faux. La deuxième théorie serait que des espions internationaux ont assassiné les Drummond. Drummond travaillerait peut-être pour les services secrets anglais et peut-être qu'il savait trop de choses. Il était quand même important en Angleterre, il savait pas mal de choses, il a fait beaucoup de recherches pendant la guerre, il était proche du gouvernement. Je pense que ça peut tenir la route et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas creusé du côté de la famille Drummond. C'est-à-dire que tout de suite ils se sont dit c'est les Dominici, ils ont creusé du côté de la famille Dominici. Normalement dans une affaire, quand on n'a pas une piste de sûr, on creuse plutôt du côté des victimes. On analyse leur entourage, leur vie, l'historique de la famille. Et là, j'ai l'impression que ça n'a pas été fait. Après, encore une fois, on est en 1952, les méthodes n'étaient pas du tout les mêmes. Mais ça me dérange parce que je suis sûre qu'il y avait quand même des choses à vérifier de leur côté. La troisième théorie, ça serait l'argent. Soit quelqu'un dans la famille Dominici, et peut-être Gaston ou Gustave, a voulu voler effectivement les bijoux et l'argent des Drummond, soit les enfants Dominici ont commis le triple meurtre pour accuser ensuite leur père et avoir un héritage plus tôt, récupérer la ferme, récupérer les terres. C'est possible. La dernière théorie serait qu'en fait, tout ça part d'une soirée trop alcoolisée. Faut dire que bon, dans ce coin, ils limitaient pas énormément leur consommation d'alcool, et encore une fois, cette nuit-là, ils fêtaient la fin des moissons. Donc est-ce qu'ils auraient tous un peu trop bu et qu'à un moment donné, ça aurait mal tourné? Est-ce que Gaston protège l'un de ses enfants ou l'un de ses voisins? C'est possible aussi. Évidemment, comme d'habitude, j'ai cherché sur des forums de voyance et de médium si quelqu'un avait un avis un petit peu spirituel là-dessus, et je n'en ai pas trouvé, mais vous inquiétez pas, je vais me mettre sur le dossier, et je pense que pour les prochaines vidéos, peut-être pas tout de suite, parce qu'il faut que je fasse un petit casting, mais pour les prochaines vidéos, ça m'intéresserait de travailler en collaboration avec des médiums, des voyants, des personnes qui tirent les cartes. Donc si vous avez ce genre de don, que vous avez ce genre de pratique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, peut-être que en avant-première vous aurez mes histoires et que je pourrais vous demander votre avis pour l'exposer à la fin de la vidéo. Quel est mon avis sur l'affaire Dominici? Je vais vous le donner parce que je pense qu'on sera peut-être plusieurs à avoir le même. Moi, j'ai l'intime conviction que Gaston sait sûrement ce qui s'est passé, mais n'est pas l'auteur des meurtres. 75 ans les gars, bon on n'est pas non plus à l'article de la mort, mais c'est un âge qui a avancé, je le vois pas courir dans la nuit après des gens, leur tirer dessus, il fait noir, je ne le vois pas faire ça, après je le connais pas. Pour moi il faudrait soit creuser du côté de la famille Drummond, soit creuser du côté des jeunes de la famille Dominici, à savoir Gustave, bon, qui est pas le plus jeune, Roger, celui qui a 17 ans, parce que encore une fois je vous ai passé certains détails, mais lui il était présent sur les lieux du meurtre, les heures ne concordent pas. Je pense que c'était peut-être une soirée trop alcoolisée pour les plus jeunes de la famille, qu'ils ont vu des Anglais au loin, qu'à l'époque on voit pas non plus tout le temps des gens parler dans une langue étrangère, ils ont dû y aller par curiosité, ça aurait peut-être mal tourné. Et voilà, c'était l'affaire criminelle française Dominici. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que ce contenu vous a plu, et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes et à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez aimé ça, maintenant il n'y aura plus que ça tous les dimanches. J'espère du plus profond de mon cœur que je n'ai pas parlé trop vite, j'ai vraiment fait un effort. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et puis encore une fois, dimanche 10h01, je serai devant mon ordinateur avec un petit café à vous lire vos théories, lire vos avis sur
cette vidéo et aussi lire vos suggestions. S'il y a une affaire en particulier que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas, c'est gratuit. Sur ce, moi je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao!